Salut à tous, bienvenue à Grand Carrefour. Dans votre émission de ce jour, nous allons parler de l'accès à la terre au Cameroun. Et pour le faire avec maestria, pour le faire avec précision, nous avons comme invité le professeur Bondi Benaïtienne. Il est maître de conférence à l'université de Douala. Il est juriste conseil. Bienvenue, maître. Merci, bienvenue à l'université. Merci de l'intérêt que vous avez accordé à ma personne pour une sollicitation de cette nature. Aujourd'hui au Cameroun, on parle d'expropriation, on parle de litiges fonciers, on parle d'accès à la terre et les gens parlent sans avoir de précision, les gens parlent, chacun parle à sa façon, mais vous êtes spécialiste en la matière, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons donc parler avec précision de l'accès à la terre au Cameroun. C'est quoi déjà l'accès à la terre, professeur Bondi Bena? Merci d'avoir vraiment choisi cette thématique qui est une problématique centrale dans une société en mutation, la question de la terre. On sait que dans l'historiographie du monde, certaines régions du monde ont connu leur révolution à travers la terre. La question agraire, par exemple, en Amérique du Sud. Et je crois que le Cameroun est sur ce chemin où il y a une prise de conscience de l'élément foncier, la valeur de l'élément foncier, et puis l'acquisition, l'accès est devenu une apanage et l'État doit redoubler d'ardeur, de contrôle pendant que la justice surveille. Donc, il y a cette diversité d'acteurs faire en sorte que le problème foncier est au cœur, au centre de toutes les préoccupations sociales. Ma question suivante est celle-ci. À qui appartient la terre? La terre appartient à l'État ou bien elle appartient aux individus? Ok. Lorsqu'on définit l'État, l'État est connu comme étant une entité constituée d'une population, d'un territoire et des institutions. Donc, l'élément terre qui est rattaché au territoire est un des éléments constitutifs de l'État. Sans territoire, il est difficile de parler d'État. Donc, d'entrée de jeu, le premier propriétaire de la terre, c'est l'État, puisque la terre constituant une partie de ces éléments constitutifs essentiels. Maintenant, la population qui fait partie, qui assume la citoyenneté au sein de l'État, doit bien s'installer quelque part. Donc, ce qui fait que chaque État est organisé avec un système juridique bien précis qui fixe les modalités d'accès des populations à la terre, à la propriété foncière. Donc, au commencement, au préalable, la terre appartient d'abord à l'État et l'État concède des droits aux particuliers à travers des mécanismes juridiques qui sont bien connus. Et quand on parle du domaine privé de l'État, on parle de quoi concrètement? Le domaine privé de l'État est une des composantes de la surface domaniale. Parce qu'il y a le domaine public, il y a le domaine privé, il y a le domaine privé de l'État qui va concerner une portion du domaine du patrimoine foncier réservé par l'État pour ses besoins présents ou futurs et qui ne sera donc pas concédé à l'occupation par les tiers, dans le domaine privé de l'État. Maintenant, concrètement, comment on fait pour acquérir donc la terre ou bien une parcelle de terre ou un terrain au Cameroun? Oui, pour acquérir une parcelle de terre, il faut dire qu'il y a plusieurs mécanismes qui permettent d'accéder à la terre.
le premier mécanisme, du moins une succession de mécanismes qui on les distingue en fonction qu'on soit des personnes privées ou bien de la personne publique. Bon, pour les personnes privées, nous pouvons énumérer minimum 5 mécanismes. On peut accéder à la terre par voie de succession parce que on est héritier de quelqu'un qui était propriétaire. On peut accéder à la terre par voie d'acquisition parce qu'on a acheté une parcelle qui était la propriété, une propriété et puis qui va faire l'objet de mutation. On peut accéder à la terre par voie de libéralité, par donation, parce qu'on vous a donné, on vous a attribué une parcelle en respectant la procédure, c'est-à-dire par devant notaire. On peut accéder à la terre par voie d'immatriculation directe ou par voie de concession. Bon, ça c'est en ce qui concerne la personne privée. Pour la personne publique, la personne publique, c'est-à-dire l'État ou les collectivités territoriales décentralisées, peuvent accéder à la terre, n'est-ce pas, par expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a des classements, il y a l'incorporation, il y a des procédures d'affectation, il y a même la vente, il y a des cessions, il y a des échanges, il y a autant de mécanismes qui permettent d'accéder à la terre. Mais le moyen d'appropriation, je crois qu'on y reviendra, c'est soit le mécanisme d'immatriculation, qui pourra être direct ou indirect. Et c'est quoi le mécanisme d'immatriculation? Bon, l'immatriculation est le procédé par lequel un particulier réussit à devenir propriétaire d'une parcelle de terre et avec la possibilité, avec la preuve du titre, donc, à être propriétaire avec donc, un titre foncier qui lui aura été délivré. Et l'immatriculation en droit foncier. Et en droit foncier, la question d'immatriculation est reconnue sous un double aspect. On peut y accéder par immatriculation directe. L'immatriculation directe est prévue pour consacrer les droits des occupants des parcelles avant l'année 1974. Parce que c'est cette année-là que l'État a adopté l'ordonnance numéro 74 pour régir les questions de droit foncier. Bon, l'immatriculation indirecte, c'est un mécanisme qui va permettre, à travers des détours, à travers d'autres procédures, de devenir finalement propriétaire d'un espace qu'on aura soit exploité pendant une période, soit exploité, reçu sous forme de concession. Donc, et quel est le rôle des chefs traditionnels dans l'acquisition des terrains? Lorsqu'on parle d'abord d'immatriculation directe, on va faire le lien avec les chefs traditionnels. L'immatriculation directe est ouverte aux populations qui occupent des parcelles depuis 1974. Et vous verrez que avant 1974, c'était les collectivités. Donc, les parcelles, la terre appartenait, ou bien la terre qui est un produit, une propriété de l'État, est morcelée, fractionnée, de sorte que les collectivités qui occupent effectivement les parcelles en soient dépositaires. Bon, maintenant, pour devenir titulaire, devenir propriétaire, il faut que les responsables locaux, que sont les chefs traditionnels, soient impliqués dans le processus. Donc, la question de savoir quelle est la place des chefs traditionnels, vous avez d'office la réponse que les chefs traditionnels occupent une place centrale, aussi bien dans le processus d'acquisition pacifique, paisible des terres,
où ils vont siéger dans les commissions d'évaluation du droit foncier, qui sont présidées par l'autorité administrative, que dans le processus en cas de crise, vous voyez, lorsqu'il y a des cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, on a besoin des chefs traditionnels dans les commissions pour siéger comme membres et ils doivent signer les procès-verbaux. Donc les chefs traditionnels occupent une place prépondérante dans tout ce mécanisme-là. Maintenant, je voudrais savoir, après avoir immatriculé son terrain, est-ce que la communauté villageoise ou une tierce personne peut encore l'attaquer ou l'acquérir? Oui, c'est une préoccupation qui touche un peu aux critères, aux caractéristiques du titre foncier, parce que un certain nombre de caractéristiques, c'est que le titre foncier est inaliénable, il est inattaquable, il est définitif. Bon, lorsque un terrain a été immatriculé, c'est qu'il a fait l'objet de titrisation. Il devient la propriété d'autrui au moyen de l'obtention du titre foncier. Alors, lorsque vous vous posez la question de savoir si plus tard ça peut être attaqué, effectivement, l'attaquabilité du titre foncier va rendre possible son inaliénabilité, c'est-à-dire que sa fragilité. Et le droit de propriété, de la propriété foncière est un droit fondamental. C'est-à-dire quand vous avez réussi à franchir toutes les procédures administratives pour être propriétaire d'une parcelle, il faut s'en féliciter. Maintenant, une fois que vous avez obtenu ces droits, il faut qu'on s'assure que il vous revient de façon authentique. Donc, si c'est un droit obtenu frauduleusement, s'il y a des raisons fondamentales pour la remise en cause du droit de propriété, nécessairement, il y aura des procédures qui vont être engagées pour attaquer ce titre. Donc, les droits fonciers sont effectivement attaquables. Ils sont attaquables. Et maintenant, une fois que les procédures sont engagées, le fait qu'on remette en cause votre droit foncier n'entraîne pas automatiquement la perte de ce droit. Donc, à travers la procédure contradictoire devant les juridictions avec des éléments de preuve, on parviendra à rétablir la vérité et à consolider, soit à consolider votre titre foncier, soit à reconnaître les droits qui ont été relevés en termes d'opposition. Et parlons donc du titre foncier. Aujourd'hui au Cameroun, on assiste à la désacralisation de ce titre foncier, de ce document. Plusieurs personnes se retrouvent sur un terrain avec le même titre foncier. Comment on comprend cet état des choses? En réalité, c'est la preuve que le navire prend parfois de l'eau à certains niveaux. Parce qu'en réalité, on ne saurait délivrer deux titres fonciers à deux personnes différentes sur la même parcelle. Parce que l'administration foncière est structurée de façon que le cadastre, les domaines, les affaires foncières, ils ont. Et vous voyez, au niveau de la conservation, il y a suffisamment la documentation pour qu'on s'assure de la traçabilité des propriétés, des droits de propriété. Donc, je prends le cas de Douala, il y a 3 conservations foncières. Il y a Vouri A, Vouri B, Vouri C, qui ciblent chaque conservation ciblant une partie du département du Vouri et rassemblant tous les titres fonciers. Donc la question du titre foncier, ce n'est pas une question hasardeuse.
où on peut pas savoir, on ne se souvient pas si quelqu'un avait obtenu un titre sur un bien, sur une parcelle ou non. Donc il y a de la traçabilité. Et si on peut effectivement établir la propriété, une propriété antérieure d'un individu sur une parcelle, et qu'on en vienne à délivrer un autre titre à un autre individu sur la même parcelle, il se pose beaucoup de problèmes. Des problèmes de divers ordres, même d'ordre éthique. Il faut savoir si le personnel qui a travaillé dans le processus a bien fait son travail. Et une fois que des personnes différentes seraient titulaires de titres différents sur la même parcelle et que le contentieux sera né, comment le juge fait pour trancher? Le principe judiciaire, c'est le principe d'antériorité. Quand il y a deux personnes qui se disputent la même parcelle, le juge va, après avoir vérifié l'authenticité des documents, après avoir même pris l'avis des services fonciers, pourra pencher en faveur de celui qui a présenté le titre le plus ancien, puisque celui-là étant, méritant d'être reconnu comme étant le premier propriétaire, le nu propriétaire de cette parcelle. Donc, la contestation est toujours ouverte, mais la vérité finit par triompher d'une certaine manière, la vérité judiciaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui la vérité judiciaire triomphe au Cameroun? Parce qu'on rencontre des gens, nous dans notre travail de journaliste, on retrouve des gens qui nous disent j'ai des documents qui prouvent que c'est mon terrain, j'ai été la première personne à mettre en valeur le terrain, mais sur le plan judiciaire, c'est pas le cas, on a attribué mon terrain à quelqu'un d'autre. Est-ce que l'appareil judiciaire fonctionne alors normalement comme il faut? Je vous dirais que chaque institution a ses tares. Et nous ne sommes pas sans ignorer les lacunes qui sont parfois reprochées à l'institution judiciaire. Une institution qui m'est très proche, compte tenu de la densité du travail que nous abattons dans les universités pour mettre à la disposition de la justice un personnel qualifié, outillé à la base fondamentalement dans la maîtrise des questions juridiques. Bon, au niveau de la pratique, il se pose comme dans tous les milieux des problématiques déontologiques. Des problématiques déontologiques qui interpellent un peu l'éthique dans la pratique, dans les pratiques professionnelles judiciaires. Donc, l'écart ne peut pas être le principe, vous comprenez. Un célèbre auteur camerounais, très bien connu, avait souligné dans ses travaux qu'on semblait avoir écarté la norme qui normalisait l'écart. Donc, partant de sa rhétorique, je dis bien que dans l'activité judiciaire, l'écart n'est pas la norme. Et je peux vous rassurer que pour tous les problèmes fonciers, pour tous les contentieux fonciers qui sont présentés en justice, les décisions ne sont pas toujours mauvaises. Il y a toujours quelques mauvaises décisions qui peuvent avoir été motivées par l'intime conviction déviée d'un juge, mais le principe, surtout pour l'autorité judiciaire, c'est de travailler en âme et conscience pour veiller à l'application des règles et au triomphe de la vérité judiciaire. Donc, il arrive nécessairement que dans des cas marginaux et réels, ce n'est pas parce qu'ils sont marginaux qu'ils n'existent pas, et réels, qu'il y ait des contestations qui n'aient pas été tranchées efficacement. C'est la raison pour laquelle la justice est stratifiée, est étagée. Donc quand vous n'êtes pas satisfait, en première instance, vous avez le droit, en instance, vous avez le droit d'interjeter appel devant la cour d'appel. Et en présentant tous les éléments de foi que vous avez, de preuves que vous avez,
vous aurez la possibilité de convaincre les juges de la cour d'appel qui sont hiérarchiquement parfois des juges plus expérimentés en termes d'ancienneté dans la carrière. Et si vous n'êtes pas satisfait, alors que vous avez conviction que vous avez raison, ben, vous pouvez vous pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Et toujours est-il que ça prendra le temps nécessaire, mais la justice, la vérité pourra triompher dans la cause. Puisqu'on parle donc du titre foncier, professeur Bondy, je voudrais que vous nous expliquiez encore comment est-ce qu'on fait pour avoir son titre foncier. Parce qu'il y en a qui disent, je suis allé au ministère du Cadastre des Affaires foncières, d'autres disent que non, dès que j'ai acheté mon terrain, ça s'est passé là, derrière. Concrètement, comment est-ce qu'on fait au Cameroun pour avoir son titre foncier? Quelle est la procédure? Quels sont les documents à fournir pour avoir un titre foncier en bonne et due forme? Merci pour cette préoccupation de premier ordre qui intéresse le commun des citoyens. Il faut savoir d'abord que les transactions foncières sont normées. Oui. Il y a des textes qui encadrent les transactions foncières et qui décrivent la procédure d'obtention du titre foncier. Une fois que vous êtes, vous présumez, vous êtes en première main propriétaire d'une parcelle, ça veut dire vous réclamez propriétaire d'une parcelle non titrée, il va falloir déclencher la procédure administrative. Parce que le titre foncier n'est pas un acte judiciaire, c'est un acte purement administratif. Il y a deux possibilités, il y a deux voies. La première voie qui vous est ouverte, c'est la voie de l'assistanat. C'est-à-dire que vous vous contactez, vous allez vers le notariat, vers les notaires, et vous déposez toutes les pièces qui vous seront demandées. Et puis, les notaires sont qualifiés pour vous accompagner dans tout le processus d'obtention du titre foncier, au point où il y a des procédures qui ont abouti, au point où on vous a juste appelé les titulaires de venir simplement retirer le parchemin, le titre foncier déjà établi. Bon. Mais si la suspicion, ou bien vous avez le temps, vous avez du temps, vous allez donc engager la procédure de demande du titre foncier à adresser devant les services compétents au nombre d'exemplaires, et puis après l'examen de votre dossier, on pourra aboutir à la délivrance par le délégué départemental, le délégué régional du domaine du cadastre des affaires foncières, ce titre foncier qui est vraiment un parchemin recherché. Bon, on peut ajouter à côté de cela que dans la procédure, il peut y avoir, lorsqu'il s'agit des parcelles qui font l'objet de première immatriculation, il peut y avoir des procédures préalables à la prise de décision du ministère des Domaines. Par exemple, la descente par la commission dirigée par le préfet, le sous-préfet, en fonction du type de la concession ou bien l'immatriculation directe. Et puis, c'est le procès verbal de toutes ces descentes avec toutes les signatures qui sera versé dans le dossier comme élément pour permettre aux acteurs du domaine, du cadastre, de continuer la procédure qui aboutira finalement par la délivrance du titre foncier. Ok. Nous allons prendre cette transition et après quoi nous allons continuer avec l'émission. Ce matin, on est resté ici, là, on voit directement deux taxis qui apparaissent. Ils nous disent que
ils attendent ou c'est quoi pour venir, pour faire la casse. Subitement, tu n'as même pas fait 5 minutes. Les gars sont descendus là-bas au Marca, ils ont trouvé une maison en carbone là-bas, ils ont tout cassé. Ils sont montés chez le voisin. Ils se mis à casser. Les individus qui te cassent, ils se mettent à casser les gens. Ils ne sont pas de la communauté. Et il n'y a aucun homme en tenue. Personne. Vraiment, c'est décourageant. En 12 ans, on vient me détruire. Voici ma part de maison. On me détruit, on me dédommagé, on n'a pas dédommagé. Me voici au Carrefour, on dit qu'on vient encore détruire. Puis ma papa, maman, tu viens. Voilà mon mari qui est dedans depuis, comme on a détruit depuis 23 ans. Il est couché dedans, il ne se lève jamais. Il est couché dedans, il ne se lève pas. Vendredi, j'ai reçu la sommation. Déjà avant la sommation, il y a un monsieur de la communauté qui est venu là. J'ai entendu parler, on m'a dit qu'on me faire venir parce qu'il a entendu parler qu'on devait déguerpir et quitter les lieux. Je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut donner une sommation de quitter les lieux sans un préavis, sans toutefois nous sensibiliser? Il m'a fait comprendre que dans tous les cas, Lucie arrive. Bon, je me suis dit que c'est pour quelques semaines. Et après, directement, quand elle est sortie, Lucie est directement entrée. J'ai échangé avec Lucie. Lucie m'a fait comprendre que, effectivement, dans le déguerpir de 112 heures qui suivent. Il est comme ça, presque midi, moi. Je dis, mais est-ce que ça se fait? Ou vous présentez comme ça, ou me donner un avis de déguerpir 112 heures. Il me dit, si j'ai quelque chose à réclamer, si on a ici foncier, qu'on aille voir le supermaire afin que, en déguerpissant les gens, qu'on ne nous casse pas en quelque sorte. À cette heure-là, c'est un peu difficile de faire opposition et de se retrouver dans les bureaux administratifs pour être reçu en quelque sorte. Parce que c'est toujours ce que j'ai déploré souvent, que ce soit à Essengue, que ce soit à Dikolo, que ce soit actuellement au niveau du marché pour le Rwanda. Tout devrait partir d'une décision de justice, une décision de justice définitive. Mais dans la plupart des cas, on observe que même pendant que les parties sont en instance devant les juridictions, l'État ou bien la collectivité décentralisée ou le service décentralisé passe outre. Ça a été le cas pour Essengue. Essengue, pendant qu'on est encore au tribunal administratif, au tribunal de grande instance, le port autonome descend sur le terrain et casse tout le monde d'une manière irrévérencieuse. Et c'est comme ça un peu partout. Donc, il suffit d'une sommation, d'une mise en demeure, comme c'est le cas pour le petit marché Bonawanda. Ce n'est qu'une sommation du délégué du gouvernement datée du 28 décembre 2022 qui demande que dans 72 heures, les gens déguerpissent. Vous voyez comment les délais. C'est-à-dire on s'en fout des populations. Même si c'était que ces populations étaient illégalement implantées sur le terrain. Vous aurez quel temps, 72 heures, pour vous préparer à partir. Mais ce n'est pas le cas, parce que dans le cas en question, il y a des titres fonciers sur le terrain. Donc, actuellement, nous allons parler de l'expropriation, professeur Bandji. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont installés sur des terrains depuis beaucoup d'années, qui ont bâti leur maison, qui sont même nés dans ces maisons parce que les parents ou les arrière-parents, grands-parents avaient acheté, c'était acquis ces parcelles de terrain, ils ont construit une maison. Ces personnes ont vécu toutes les vies dans leur maison et du jour au lendemain se retrouvent dehors parce qu'on est venu casser la maison. Et aujourd'hui au Cameroun, ce problème est récurrent dans plusieurs régions du pays. On parle d'expropriation, on voit des personnes qui se retrouvent à la Belle Étoile avec les familles et tout, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a quelque temps encore ici, au niveau de Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, plus précisément à Komba, il y a eu des populations qui étaient expropriées du jour au lendemain. Des engins sont venus casser tout et ces personnes se sont retrouvées à la Belle Étoile. Comment comprendre cet état de choses? Oh oui, c'est un peu pénible d'évoquer certains cas, mais il faut y aller avec froideur. La question des expropriations. L'expropriation pour cause d'utilité publique est
un mécanisme, un moyen aux mains de la force de l'autorité administrative de l'État qui lui permet de retirer une possession, une propriété qui était dévolue à un particulier et de se l'approprier pour l'intégrer pour un travail d'intérêt général. Et l'État en a ce droit. Et aucune expropriation ne peut se faire sans conséquence à l'égard des victimes d'expropriation. Mais on aurait, dans le système juridique, avait perçu cette situation il y a longtemps, et dans le code civil qui est applicable au Cameroun, il est mentionné à l'article 544 qu'aucune expropriation ne serait possible si au préalable il n'y a pas eu indemnisation. Bon, donc je prends la question sous un autre bout, c'est-à-dire comment atténuer les conséquences d'une expropriation. Parce que lorsque l'utilité publique a été déclarée par l'État, de façon irréversible, il y aura expropriation. Mais pour amortir les effets, les méfaits de l'expropriation sur les victimes, un travail doit être fait en amont, un travail d'identification, d'évaluation des occupants des parcelles, de vérification de leur droit de propriété, afin de prévoir leur relocalisation, soit une localisation sur une autre parcelle située dans une zone qui ne sera pas perturbée, soit une indemnisation sérieuse leur permettant de se reloger, se relocaliser ailleurs. Donc, dans ce processus est parfois réalisé avec des réussites, avec des avantages et des difficultés aussi. On est sans ignorer que certains responsables qui sont appelés à traiter ces dossiers se laissent aller à quelques petites tentations. Mais en réalité, lorsque les populations sont renseignées à l'avance, sont pré-indemnisées avant d'être déguerpies, l'expropriation se passe avec moins de difficultés. Je pars de ce préalable pour souligner ce qui s'est passé de façon déplorable ici à la Bisseke, je crois en 2023, où une partie des populations de Bali a été déguerpie, a été expropriée, soi-disant pour cause d'utilité publique. Mais lorsque on vérifiera la situation plus tard, les procédures, on se rendra compte que l'utilité publique est à mettre en parenthèse, était à revérifier. Et pour cela, la procédure d'expropriation qui a abouti, puisqu'on a exproprié effectivement, a tout de même fait l'objet d'une opposition, je veux dire, a été attaquée, la décision d'expropriation a été attaquée en justice devant le tribunal administratif du littoral, et les populations expropriées ont eu gain de cause parce que une décision de justice du tribunal administratif les a rétablis dans leurs droits. Maintenant, c'est l'exécution de la décision qui est attendue. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la procédure d'expropriation respecte les normes, les populations expropriées peuvent intégrer la nécessité qui a poussé l'État à prendre une décision aussi délicate. Mais lorsqu'elles ne respectent pas les normes, les droits des populations
des propriétaires terriens restent entiers en ce qu'ils ont la latitude d'attaquer la décision, l'acte administratif devant les juridictions compétentes. Et quand ils ont raison, les juges n'hésitent pas de leur donner gain de cause. Parlons donc d'expropriation des casses de maisons. Moi, je voudrais comprendre, professeur, pourquoi est-ce qu'on laisse les gens construire sur des terrains, sachant que ces terrains appartiennent à l'État et que d'un moment à un autre, on pourra venir les déguerpir de là? En réalité, madame, on touche un peu à la tolérance administrative. Je pense que la mairie de Douala, la mairie de la ville, oui, la mairie de la ville oui. de Douala, celle que je suis un peu de près, essaie de comprendre cette problématique ou bien de prendre cette problématique au sérieux, étant donné que dans un passé très récent, nous avons même organisé un séminaire à l'endroit des journalistes indépendants, à la communauté urbaine, à la salle des fêtes d'Aqua, où il était question de la gestion foncière. Bon, donc, la mairie de la ville ayant assisté à ces travaux, s'est rendu compte qu'effectivement, il faut anticiper. Raison pour laquelle, vous voyez les journées de l'urbanisme de l'urbanisation de la ville qui sont en train de se tenir. Et l'objectif, c'est de sensibiliser d'abord. Parce qu'on ne peut pas construire une ville sans passer par la planification, sans intégrer dans l'esprit, dans la mentalité des populations, qu'on a changé de paradigme. Nous le disons parce que au quotidien, l'évolution de la démographie des villes, notamment la ville de Douala, est fulgurante. Très vite, si on organise les recensements, on verra que sur 10 ans, la population de la ville de Douala croît au moins de 30%. Lorsqu'elle croît, toutes ces populations qui viennent au nom de l'exode rural s'installer dans les nouvelles localités, dans les villes, dans les centres urbains, où qu'est-ce qui les accueille? Est-ce que leur installation respecte les règles d'urbanisme de construction? De plus en plus, on va assister à des occupations anarchiques, des espaces libres, parfois des espaces réservés, des domaines privés de l'État, des zones inconstructibles comme au niveau des marécages, les abords du Vouri, des zones qui étaient d'emblée bien bannies de la construction. Vous verrez les populations s'y installer, parfois au point de boucher des drains, et on voit les conséquences une fois la saison pluvieuse arrivée, parce que la nappe d'eau ne peut plus circuler pour se déverser dans le fleuve. Il y a retour sur la terre, il y a des inondations. Donc, lorsque vous demandez si l'État ne voit pas l'État, rien n'échappe à la vision de l'État, au contrôle de l'État. Si l'État ne réagit pas face à une situation, c'est que l'État tolère. Mais en réalité, quand le problème devient critique, l'État prend des dispositions pour y remédier. Nous allons voir que dans les grands centres urbains, il y a une recrudescence de déguerpissement parce que une fois la tolérance administrative ayant atteint son comble et que les populations ont déjà envahi des espaces, lorsque des dangers se signalent, l'État est obligé de les déguerpir. Vous allez voir la zone de Bonaloka où on a marqué les maisons et à un certain moment, il a fallu casser. Vous allez voir même ici, aux alentours du stade Omnisport, à un certain moment, c'était la propriété du port autonome de Douala, avec des titres fonciers. Les gens ont réussi, par des méthodes qui ne sont pas orthodoxes, à obtenir des titres fonciers. Et lorsque le port autonome
de Douala a décidé d'entrer en possession de son patrimoine, des procédures ont été engagées et les occupants sans droit ont été déguerpis à leur risque et péril. Donc, on ne saurait se féliciter de voir des populations se mettre en difficulté en allant s'installer parfois dans des zones à risque. Le désir d'avoir un espace en centre urbain est naturel, mais en réalité, il faut toujours se rapprocher de l'autorité administrative ou de la mairie pour savoir, pour respecter les règles d'urbanisme et éviter donc d'être victime du rouleau compresseur de l'État. Parlons donc de l'urbanisation. Est-ce qu'on peut parler de surpopulation à Douala? Pour parler de surpopulation, la surpopulation, c'est une problématique d'ordre démographique. Oui. Où il faut qu'on puisse établir le rapport entre le nombre de populations habitant une zone par rapport à l'espace disponible, aménagé pour leur installation. Donc, d'entrée de jeu, il faut également avoir une idée sur la population totale de la ville de Douala. Pour l'instant, on n'y a que les estimations. Oui. Vous-même, je ne suis pas sûr que vous ayez le chiffre exact. Pas du tout. Voilà. On avance à peu près, on estime à peu près à 4 millions le nombre d'habitants de la ville de Douala. Mais est-ce pour autant que Douala soit surpeuplée? Ce serait quand même précipité de dire oui. Parce qu'on peut plutôt voir que la ville de Douala s'étend, se développe extrêmement vite. Il me souvient, il y a une quinzaine d'années, la zone de Makepe, leur Pomme, leur Bessou était totalement engluée dans la forêt, avec des voies dans lesquelles à peine vous pouviez percevoir des habitants, des populations autochtones, je veux dire, des chefferies étaient encore bien installées, mais 15 ans plus tard, allez voir le boom démographique de ces zones, ainsi que le niveau de développement. Et on constate même que les centres urbains sont en train de migrer vers ces nouveaux petits paradis qui se sont créés. Donc, il y a encore de l'espace dans nos différentes localités, donc pour ne pas rester sur l'exemple de Douala, il y a suffisamment d'espace pour abriter, pour loger sur les Camerounais. Il y a de l'espace. J'ai une autre question, professeur Bonji. Que faire donc pour ne plus se retrouver dans des cas où les populations sont expropriées, là où les maisons sont cassées? Que faire concrètement? Est-ce qu'il faille que les Camerounais soient sensibilisés, soient suffisamment outillés pour savoir que non, je ne peux pas construire n'importe où parce que ce terrain appartient à l'État, ou bien que faire concrètement? Pourquoi on ne voit plus ces Camerounais qui se retrouvent à pleurer et à tout perdre? Parce que la plupart du temps, ces cas surviennent en pleine nuit. Parfois, on n'a même pas le temps de pouvoir récupérer des choses parce que ça va tellement vite. En réalité, il faut qu'une émission comme celle-ci puisse servir d'aiguillon pour l'auditoire et la population, pour qu'ils y trouvent quand même quelques pistes pour éviter les petits pièges qui existent dans les migrations. En réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut d'abord sensibiliser. Il faut diffuser l'information sur l'état des localités, des zones habitables, des zones non habitables. Ensuite,
à côté de la sensibilisation, il faut veiller à l'accompagnement. L'accompagnement est permanent. Donc, chaque fois que l'on se rapproche de l'administration, les services compétents essayent d'accompagner au mieux les usagers. Mais je pense qu'il faut que l'autorité administrative mette un peu de rudesse dans l'appréciation des écarts d'occupation de nos localités, de nos villes. C'est-à-dire qu'il faut de la promptitude dans le constat, dans la constatation des occupations anarchiques. Il faut de la promptitude dans la sanction, parce que la promptitude humaine, et pour construire quelque part, vous devez avoir au moins l'autorisation, le permis de bâtir. Oui. Est-ce que toutes ces maisons qui foisonnent dans certains quartiers ont été autorisées à être construites? C'est la question qui se pose. Et lorsqu'elles ne le sont pas, une fois que les services de contrôle, par exemple des mairies, constatent des constructions, des ouvrages, est-ce que les sanctions sont immédiates? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce que les mises en cause, au lieu de se fondre derrière une petite activité de corruption, est-ce qu'elles décident effectivement de se mettre en règle, d'obtenir le précieux sésame qui leur permet de construire afin de poursuivre leur ouvrage sans difficulté? Donc, l'autorité étatique doit utiliser la belle carotte en sensibilisant au départ, en accompagnant, mais le bon bâton en sanctionnant et de façon prompte pour éviter justement ce que vous avez demandé tantôt, que les gens s'installent, on voit, on ne dit rien, et puis plus tard on vient marquer de la croix de Saint-André pour démolir. Donc, pour ne pas avoir ce genre de spectacle, il faut de la promptitude dans la réaction. Et aussi longtemps que ce sera fait, d'autres personnes éviteront de retomber dans les mêmes travers. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission, professeur Bondy. Votre mot de fin? C'est d'abord un grand honneur d'avoir été sollicité pour cet éclairage. On n'a pas vu le temps passer. Il faut que les usagers, les populations sachent que toute occupation de produits fonciers, toute occupation de terre doit se faire de manière paisible en respectant les procédures qui existent. Et surtout, je ne pouvais pas l'oublier, que les acquisitions, les procédures d'achat de terrain et autres puissent se faire par devant notaire. Je crois qu'il y a des notes de service du ministre du domaine du cadastre des affaires foncières qui reviennent dessus régulièrement. Les transactions immobilières doivent se passer par devant notaire parce que ce sont les professionnels du droit qui sont outillés qui ont des cabinets confectionnés avec des spécialistes pour suivre la qualité de la transaction et assurer de l'authenticité de cette transaction-là. Donc il faut de plus en plus éviter d'acheter des parcelles de terrain comme si on achetait du petit pain dans une boutique. Parce que tout le temps, on va se retrouver en situation soit d'escroquerie foncière, parce qu'il y a eu double vente, triple vente, soit de simulation d'achat, parce qu'on a acheté et puis après l'achat a été annulé. Donc, le conseil, le véritable conseil pratique, c'est qu'il faut avoir beaucoup de prudence dans le projet foncier
et veiller à se faire accompagner par des spécialistes. L'accès à la terre au Cameroun est un système donc complexe régi par des lois, coutumes et réalités socio-économiques variées. Le système foncier camerounais se caractérise par un régime général de propriété publique, mais il existe également des systèmes fonciers coutumiers qui régissent donc l'accès à la terre dans certaines régions. Et le Cameroun est un État où la terre est dans la plupart des cas propriété de l'État. Cependant, des titres fonciers peuvent être accordés à des particuliers ou à des entreprises pour l'utilisation et la jouissance donc des terres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir donc regardé Grand Carrefour aujourd'hui. Nous avons parlé de l'accès à la terre au Cameroun et nous disons un merci particulier donc au professeur Bonzi Bena Etienne, qui est maître de conférence à l'université de Douala, qui est juriste-conseil, qui nous a apporté toute son expertise par rapport à cette émission. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie et merci surtout aux téléspectateurs. J'espère qu'ils trouveront des clés pour leur projet foncier futur. Merci pour votre disposition par rapport à de futures émissions. Je vous en prie. Merci beaucoup.